suis Michel Pujol, je suis le directeur des Francas et mon métier c'est animateur. Donc voilà, je suis animateur. J'ai plutôt occupé des postes de direction, mais bon, voilà, j'ai animé des équipes. Donc voilà pour ce qui me concerne. Tout d'abord, je voudrais vous parler un peu de l'éducation populaire. L'éducation populaire, elle a commencé bien avant que la loi de 1901 soit votée et que les associations se constituent. Dès le 19e siècle, des personnes plus ou moins éclairées, plutôt éclairées d'ailleurs, se sont regroupées au sein de mouvements, de ligues, pour faire en sorte que soit créée l'instruction publique, qui va devenir plus tard l'éducation nationale. On a encore une réminiscence de ces gens-là, puisque toutes ces forces vives, c'est ce qu'on a appelé après la Ligue de l'enseignement, et qui regroupait aussi la Fédération des œuvres laïques. Donc aujourd'hui, toute association d'éducation populaire ne peut pas dire que la Ligue de l'enseignement n'est pas un peu elle, ou qu'elle n'est pas issue un peu de la Ligue de l'enseignement, puisque c'était toutes ces forces vives qui, à un moment donné, ont permis d'arriver à l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a eu la loi de 1901, donc, où rapidement, c'est plutôt les congrégations religieuses qui ont déposé des statuts, puisque c'est elles qui étaient le plus organisées à l'époque. Le législateur, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, c'est pas possible. C'est pas forcément ce qu'on espérait. Vu qu'on avait créé, entre guillemets, l'éducation nationale, c'était pas pour remettre le pouvoir entre les mains de l'Église. Donc 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État et la laïcité. Mais ces deux lois-là, ces deux temps, 1901 et 1905, sont intimement liés. Et ensuite, eh bien, il y a l'histoire. L'histoire donc qui évolue et qui fait que la Première Guerre arrive et que pendant cette guerre, qui a massacré énormément de monde, il y a quand même les femmes qui ont pris une sacrée place dans la société. Et notamment elles étaient plutôt dans le monde rural et on ne les voyait pas. Et là, d'un seul coup, eh bien, elles ont contribué aux efforts de guerre. Et c'est elles qui ont fait tourner les fermes et les magasins, les usines. Et donc là, la femme a commencé à occuper une place importante. On continue à avancer dans le temps. 1936, et le Front populaire, et les Fronts populaires, puisqu'il y en a eu aussi dans d'autres pays. Et là, beaucoup de structurations se mettent en place, et la culture occupe une part très importante. Il faut savoir que pendant la période du Front populaire, les gens sortaient des usines pour aller se cultiver le soir, dans les universités populaires, pour faire du théâtre, pour apprendre à lire, à écrire, etc. Et ça a été la même chose dans les autres pays, comme en Espagne par exemple, où tout le gouvernement du Front populaire, beaucoup de gens qui étaient complètement illettrés ont appris à lire et à écrire. La guerre arrive à nouveau, et là, tous ces gens qui étaient à la tête des différentes associations et fédérations d'éducation populaire ou associations laïques en général, pour la plupart sont rentrés dans le maquis, beaucoup sont morts, tel Léo Lagrange, j'imagine que vous avez entendu parler, ou Jean Zay ou autres, et tous ces gens-là qui avaient participé au gouvernement du Front populaire ont disparu pendant cette période. 1944, la guerre n'est pas finie. Pierre François, donc, qui est un des créateurs des Francs et des Franches Camarades, puisque les Francas, c'est à l'origine des Francs et Franches Camarades, est sollicité par d'autres personnes, d'autres mouvements. Hein. Il y avait des gens qui étaient aux pionniers, aux éclaireurs, à la Ligue, qui sont venus le voir et lui ont dit, écoute, on a des mouvements de tous ordres, mais nous n'avons pas de mouvement d'enfants et de jeunes. Et donc, c'est comme ça que sont nés les Francs et Franches Camarades. Je vous fais remarquer que d'entrée, il y a une mixité filles-garçons. Donc, et pour moi, j'étais assez attaché aux Francs et Franches Camarades, puisqu'aujourd'hui, avec les Francas, c'est un peu diffus et on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière. Francs et Franches Camarades, la franchise.
La franchise, eh bien, il faut savoir que Pierre-François, c'était un résistant, que tous ces gens-là étaient encore dans la fin de la guerre, et que la notion de franchise ou de délation, à l'époque, ben, ça voulait dire quelque chose. Et que ça voulait dire aussi honnêteté. Ça voulait, cette notion de franc et de franchise, quand j'étais petit, elle avait beaucoup d'importance. Moi, je me souviens encore d'adultes qui me prenaient par le menton et qui me disaient « sois franc ». Pour le cas où j'aurais menti ou détourné la vérité. Aujourd'hui, ça semble complètement dépassé et on ne dit plus. On utilise pratiquement plus ce mot de franchise. Donc, les francs et franches camarades sont créés. Il y a des hommes et des femmes. Encore une fois, on remarque plutôt les hommes. Il a fallu attendre aux francs et franches camarades 2013 pour avoir la première présidente de la fédération, qui est une Montpelliéraine, qui vient de repasser le flambeau à un homme. Donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'on l'affiche d'entrée dans son nom qu'on est forcément féministe. Et c'est assez amusant d'ailleurs quand on regarde les films de l'époque, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a des filles et des garçons, mais que les filles quand même font des activités de filles et que les garçons font des activités de garçons. C'est-à-dire qu'en gros, elles font de la couture, et les garçons, ils vont couper du bois pour faire le cerf-volant, et elles vont faire le tissu qui va recouvrir le cerf-volant. Donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'on l'affiche que tout évolue très vite. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont créé les Francas, c'était des enseignants militants, et que ces gens-là, leur but, c'était aussi de faire en sorte que sur le jeudi, à l'époque on était libre le jeudi et le dimanche, le jeudi, ce ne soit pas que l'Église qui soit en charge des enfants et des jeunes. Et que c'était ça surtout qui primait. Eux, ils souhaitaient avoir aussi du temps avec les enfants qu'ils avaient au quotidien à l'école pour pouvoir faire autre chose et pour pouvoir parfaire les connaissances aussi des enfants à travers de l'activité, à travers des apprentissages divers et à travers de la découverte aussi. Voilà. Et notamment, un des points importants qui a toujours primé dans ces mouvements-là, c'est le livre et la lecture. Au-delà de la découverte de son environnement immédiat, de la découverte de différentes activités, de différents sports, de la découverte d'activités scientifiques également, c'était le livre qui revêtait une importance primordiale. Donc voilà en gros pour l'éducation populaire. Vous savez qu'aujourd'hui, sur Perpignan, eh bien, il y a différents mouvements d'éducation populaire. Vous avez la Ligue de l'enseignement, vous avez les CMA qui sont présents sur Perpignan ou dans le département, vous avez l'association départementale des pupilles de l'éducation, des pupilles de l'enseignement public, vous avez donc les Francas, vous avez également un peu les pionniers, voilà. Et puis bon, d'autres mouvements, et puis d'autres qui ont été créés depuis, comme les petits débrouillards, etc., qui rentrent aussi dans ce mouvement-là. J'ai dû en oublier et je m'en excuse. Au niveau national, donc vous voyez que la Fédération des Francas s'est créée d'un point de vue national. C'est-à-dire qu'on a créé la fédération avant de créer les instances locales. Donc en 1944, on crée la Fédération des Francs et Franches Camarades. 20 ans après, on crée, alors plus ou moins 20 ans, dans les Pyrénées-Orientales, donc c'est en 1964 qu'a été créée l'association départementale. Et sinon, il y en a qui ont été créés un peu avant. Mais c'est 20 ans après que ça s'est essaimé sur tout le territoire français. Il y avait en plus des associations départementales, des associations locales à certains endroits. On pouvait avoir les Francas de Céré, les Francas de Prades, etc. Ensuite, on a créé, puisque tout ça s'est formé petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de moniteurs un peu plus formés que ce qu'on avait. Et on est arrivé donc à mettre en place des formations pour ces personnes qui ont donné lieu au BAFA et pour les directeurs au BAFD. Donc je pense que ça parle beaucoup à certains d'entre vous. Et donc pour pouvoir gérer ces formations, ont été créées à partir des associations départementales sur le plan régional, des unions régionales.
Donc aujourd'hui, les unions régionales de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon ont fusionné. Nous n'avons plus qu'une union régionale Occitanie. Voilà, et ce depuis octobre. Donc vous voyez, c'est très récent. Et c'était une coopérative pour gérer tout ce qui concerne la formation, que ce soit la formation BAFA-BAUD ou la formation professionnelle ou la formation professionnelle continue. Donc voilà pour ce qui concerne un peu le tableau des francs et franches camarades. Aujourd'hui, les francas depuis 90. Voilà. Donc je voudrais revenir un peu sur la finalité des francas. La finalité des francas, la finalité de leur action, c'est la personne humaine et son bonheur. Donc, vaste programme. Hein. Et si tout à l'heure on s'amusait à définir des mots, je défie quiconque de définir le bonheur. Donc, parce que même moi, qui essaie de m'y atteler, je n'y arrive jamais. Donc voilà, donc ça déjà c'est pas mal. Et ils ont pour ambition que l'homme et le citoyen, que l'homme et le citoyen soient le plus libre possible et le plus responsable possible dans la société la plus démocratique possible. Donc rien que ce programme-là montre l'ambition qu'il peut y avoir au Franca et que le projet des Francas, c'est à lui tout seul déjà un programme de société. C'est-à-dire que moi je suis arrivé au Franca parce que d'abord j'étais militant des Francas. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un poste de professionnel, mais ce n'était pas du tout ce qui m'avait motivé au départ. Et ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est que c'est un projet de société qui aujourd'hui s'intitule « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l'éducation », qui hier s'appelait Éduquer pour demain. Donc, et il faut savoir qu'au Franca, on a des projets éducatifs qui sont pondus à peu près tous les 10 ans et revisités tous les 5 ans pour prendre en compte la société dans laquelle on vit. On m'a demandé d'intervenir sur plutôt l'aspect culturel. Donc, quand j'ai posé l'ambition des Francas, on voit bien que le citoyen le plus libre possible, ça sous-entend la question de l'émancipation que l'on a pu traiter un peu ce matin, et qui pour nous est primordiale. Pour nous, il ne peut pas y avoir d'enfant qui devienne un citoyen si on n'a pas travaillé avec lui la question de l'émancipation, la question des choix réfléchis. C'est-à-dire, tout à l'heure on parlait de savoir, pour nous ce qui est important, et de conscientisation, pour nous ce qui est important c'est que l'enfant fasse des choix en connaissance de cause. Parce que ce n'est que comme ça qu'il pourra être libre. Donc bien sûr, ce n'est pas simple. Bien sûr, sur nos centres de loisirs, on n'y arrive pas toujours, parce qu'il y a des individus qui sont là, et que, on ne maîtrise pas toujours tout chez les individus. On essaie d'avoir une culture commune, mais ce n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de turnover sur les structures et que ce que l'on croit acquis aujourd'hui est remis en cause demain. Donc, par contre, un des aspects importants que l'on a là-dedans, c'est ce souhait de pouvoir mettre l'enfant et le jeune face à ses responsabilités et qu'il puisse exercer des choix. Donc, l'animateur au Franca doit être quelqu'un qui soit en capacité d'offrir un panel d'activités sur lequel l'enfant ou le jeune pourront se positionner, qui soit en capacité de discuter avec le jeune quand le jeune se positionne face à lui, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir argumenter, il doit permettre à l'enfant d'argumenter également. Et moi, j'ai pour habitude de dire, quand je passe sur les centres de loisirs, je ne veux pas un troupeau de moutons, je veux des enfants qui vous embêtent, qui vous questionnent et qui vous mettent en difficulté parce que vous leur aurez appris à être un peu plus émancipés, un peu plus libres. Donc, l'ambition des Francas, elle est assez importante, hein, puisque comme on a un projet de société, on souhaite que les enfants, demain, agissent dans cette société. On a différents outils à notre portée, on a différents dispositifs ou pratiques éducatives qui favorisent tout cela. Et notamment, nous avons tout un tas de supports qui sont culturels. Donc, alors plutôt culture scientifique avec Cyber Rally que l'on partage avec d'autres mouvements d'éducation populaire, déclic du numérique,
Petit Ours qui est plutôt sur tout ce qui concerne l'astronomie, j'en passe, hein, il y a plein d'autres choses. Et ensuite, il y a d'autres activités qui sont beaucoup plus recentrées sur tout ce qui est culturel, mais autour du livre. Dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, on a Lis-moi des histoires, Goûtez-moi des histoires. Sur d'autres départements, il y a Graines de philo, donc qui sont des ateliers qui incitent les enfants à réfléchir et à argumenter aussi par rapport à une thématique donnée. Nous travaillons beaucoup sur les droits des enfants, donc qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça veut dire? Les droits, ça ne s'arrête pas uniquement à un concours d'affiches le 20 novembre, mais qui aujourd'hui a été élargi à toute forme d'expression. Donc Agis pour tes droits, c'est également toute une démarche qui doit être mise en œuvre pour permettre à l'enfant et aux jeunes de s'exprimer réellement. Nous avons d'autres projets qui s'appellent Exprime-toi, etc. Mais ça, vous pouvez les retrouver sur le site des Francas. Et nous avons un projet dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Les Portes du Temps, et aujourd'hui, plutôt, c'est mon patrimoine, puisque le ministère a changé de nom. Quand on change de gouvernement, il faut bien changer de nom. C'est moins fun, mais c'est la même chose. Donc, pour les Pyrénées-Orientales, nous avons toujours eu pour souci, dans notre projet, de travailler sur différentes valeurs. Et une des valeurs qui, pour nous, est essentielle, c'est la question de l'égalité, du traitement à égalité de toutes les personnes. Donc, nous avons une action que l'on mène depuis 20 ans maintenant autour de l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs. Et nous proposons nos services à toutes les structures du département, de manière gratuite, hein, puisqu'on est financé par différents organismes publics, et que ce n'est pas un outil qui vient en substitution de ce qui peut exister par ailleurs, hein, des CESAD ou CMPE ou éducateurs spécialisés, mais qui est bien là pour faire en sorte que les enfants en situation de handicap évoluent avec les autres enfants. Nous avons également tout un programme autour de l'égalité filles et garçons dans les activités que l'on propose au niveau des centres de loisirs. On essaie d'avoir une attention particulière pour éviter d'avoir des activités genrées, même s'il y en a quelques-unes parfois qui le sont, hein, et puis c'est pas forcément gênant d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a toute une réflexion qui est à ce niveau-là. Nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir accueillir tous les enfants, et vous savez que la Caisse d'allocation familiale fait en sorte qu'il y ait un accueil des enfants tarifé en fonction des quotients familiaux des familles, et pour ce qui nous concerne, on est réputé au Franca pour être dans les moins chers sur nos accueils de loisirs. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les retours que l'on a régulièrement, et c'est peut-être pour ça aussi que cette association connaît régulièrement des difficultés financières, mais bon. C'est pas grave, on essaie quand même de faire en sorte que tous les enfants puissent nous rejoindre, et pour nous ça a toujours été essentiel. C'est aussi le souhait d'être instrumentalisé au minimum. Donc aujourd'hui on a des locaux plus autonomes, donc ce qui fait que ça nous évite de demander au conseil départemental ou à la mairie ou à d'autres des salles, parce que sinon on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et ça nous permet également d'accueillir différentes associations qui veulent avoir un espace un peu plus indépendant. Et on est heureux de pouvoir offrir ces espaces-là à diverses associations qui nous sollicitent. Donc voilà. Donc forcément des postures comme ça, que je ne suis pas seul à tenir, hein, j'ai des élus avec moi, et je ne fais en gros que répondre aussi à leurs attentes, même si je m'exprime largement là-dedans. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir avoir aujourd'hui une association départementale qui soit beaucoup plus indépendante que ce qu'elle a pu être dans le passé. Alors ça ne veut pas dire qu'on est indépendant à tous les niveaux, hein. On a des salaires à verser et donc on est bien dépendant des pouvoirs publics sur les marchés publics, les délégations de services publics ou les conventions que l'on signe avec les communes ou autres, hein.
N'empêche que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre mot à dire. Et là, par exemple, vous savez que dernièrement, le 20 juin, le ministre de l'Éducation, des Sports et de la Culture ont mis en place quelque chose pour les mercredis. Et que nous, depuis déjà la réforme des 4 jours et demi, on a toujours eu pour principe de ne pas déroger aux normes d'encadrement qui étaient celles qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais accepté d'avoir un animateur pour 18 enfants ou un animateur pour 12 enfants quand ils avaient moins de 6 ans. Donc, effectivement, on n'obtient pas tous les marchés parce que ça représente un coût supplémentaire. Mais pour nous, il en va de la crédibilité de nos accueils et de la possibilité de pouvoir accueillir tous les enfants, et notamment ceux avec des besoins particuliers. Alors qu'ils soient handicapés ou pas. On peut partir du principe que tout individu peut avoir des besoins particuliers. Et pour nous, c'est essentiel de pouvoir y répondre. Oui. Oui, un peu. C'est pour savoir exactement, parce que vous parlez de toutes les actions que vous menez, oui. Mais en termes de lieu, j'ai juste du mal à comprendre où ça se situe. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui, comme moi, ne connaissent pas des masses les Francas, mais je crois comprendre que vous intervenez dans des écoles et dans des centres de loisirs, ou est-ce que c'est plus large? Alors, les Francas, c'est une association qui gère dans ce département, parce que ce n'est pas vrai partout en France, qui gère des structures de loisirs, dont centres de loisirs. Alors, il les gère pour le compte de communes, alors ça peut être dans des écoles ou dans des centres de loisirs à part entière qui ont été créés dans certaines communes. Vous allez à Sals, par exemple, il y a un centre de loisirs, vous allez à Aire, il y a un centre de loisirs, etc. Ils ne sont pas forcément dans l'école, ils peuvent être attenants à l'école, etc. Nous sommes dans différentes parties du département parce que nous avons des centres de loisirs qu'on gère directement, c'est-à-dire avec notre personnel, et nous avons des associations affiliées au Francas, qui sont adhérentes au Francas, qui gèrent elles-mêmes des centres de loisirs, ou des communes qui sont affiliées au Francas, qui gèrent elles-mêmes des centres de loisirs ou des communautés de communes. Par exemple, nous sommes dans le Val-Espire, nous sommes sur la côte Vermeille avec Albert Côte-Vermeille Ilibéris, Roussillon-Conflans, en Cerdagne, voilà. Donc voilà en gros pour les Francas, donc on est dans différentes parties du département et on a notre siège au niveau de Perpignan. S'il vous plaît, c'est pour savoir, vous avez dit que vous refusiez d'avoir un animateur pour 18 enfants et un animateur pour 14 enfants en dessous de 6 ans. Du coup, vous, c'est un animateur pour combien d'enfants? Un animateur pour... alors, ça dépend si on est sur du périscolaire ou de l'extrascolaire. Pour le périscolaire, c'est 1 pour 14 de plus de 6 ans et 1 pour 10 de moins de 6 ans. Et pour l'extrascolaire, c'est 1 pour 10 et 1 pour 8. 1 pour 12 et 1 pour 10. Excusez-moi. Merci. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous parler donc, du dispositif qui nous intéresse un peu plus particulièrement. Donc, il s'appelle les ports du temps. Les ports du temps, c'est un dispositif qui a été mis en œuvre au niveau national par le ministère de la Culture et de la Communication, en lien avec le ministère de la Ville, et qui était donc qui a été lancé en 2005 et qui avait pour souhait de faire en sorte que les monuments soient ouverts au public pendant les périodes estivales. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui a été pensé à Paris. Et à Paris, effectivement, beaucoup de monuments sont vides l'été. C'est beaucoup moins vrai dans les Pyrénées-Orientales. Donc, voilà. Ce projet donc, se déroule normalement sur la période estivale au début de ce projet, c'est-à-dire quand c'était les portes du temps, c'était pendant l'été. Aujourd'hui, on peut le développer sur toutes les périodes de vacances, et pas uniquement sur des monuments, mais on peut le développer également sur du patrimoine immatériel, mais on peut le développer également sur des parcs naturels, par exemple, etc. etc. Donc aujourd'hui, C'est mon patrimoine s'adresse à toutes les formes de patrimoine que l'on pourrait avoir. Dans les Pyrénées-Orientales, depuis, donc, on a commencé en 2008 avec une préfiguration, et l'idée, donc, c'est de pouvoir accueillir tous les enfants et les jeunes qui n'ont pas forcément accès à certains monuments,
de pouvoir les accueillir dans ces monuments et avec comme médiateurs des intervenants culturels ou artistiques reconnus par la DRAC et qui vont servir de médiateurs de ce patrimoine. Donc dans le département, on a toujours fait le choix d'avoir une création au bout de ces accueils et de faire en sorte, je vous gêne peut-être, non, et de faire en sorte donc qu'il y ait quelque chose qui soit créé par les enfants tout au long de ces accueils. Assez rapidement, moi je suis arrivé au Franca en 2010, octobre 2010. C'est un projet que je connaissais dans un précédent boulot, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que l'on soit beaucoup plus présent sur ces accueils-là, et nous avons développé des séjours. Donc des séjours de 3 jours, 4 jours, 5 jours maintenant, à certains endroits, et afin qu'il y ait une sorte de continuité éducative, parce que pour nous, c'était pas évident d'avoir des enfants qui n'étaient pas les mêmes d'un jour à l'autre, quand on faisait un service de transport de Perpignan jusqu'à la forteresse de Salses, par exemple. L'idée aussi, c'était de sortir un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que sur les quartiers, le hip-hop, le graphe et compagnie, c'est quand même des choses qui sont très habituelles. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de pouvoir un peu bousculer et d'aller vers d'autres formes d'expression. Donc, vous avez pu voir là des enfants un peu en élévation. Donc, on a travaillé avec des chorégraphes, on a travaillé avec des plasticiens, voilà. On travaille également sur la mixité des publics. C'est-à-dire pour nous, il était hors de question d'accueillir que des enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour nous, la mixité des différents publics était essentielle. Donc d'entrée, si on devait accueillir 24 enfants, il y avait 3 structures minimum qui étaient là. Donc 8 enfants de chacune des 3 structures, avec 3 animateurs, avec 2 intervenants artistiques, avec une guide du patrimoine. Donc vous voyez des équipes vraiment très renforcées en termes d'adultes autour des enfants, et qui font qu'on obtient un résultat quand même de qualité. L'idée aussi, pour nous, c'était que ces enfants, si ils repassaient un jour près de ce monument, c'est qu'ils puissent dire à leurs parents, ben, moi ici j'y étais, et qu'ils donnent envie aussi aux familles de venir jusqu'à ce monument. Donc on a travaillé sur la forteresse de Salses parce que c'est le seul monument national dans le département. Et ensuite, donc, on a ouvert sur le Val-Espire. On avait également essayé de voir comment on pouvait développer quelque chose en Cerdagne avec le musée de Cerdagne. Parce que l'idée aussi, c'est d'aller vers des territoires qui sont un peu enclavés. Et donc, on a travaillé avec le Pays d'art et d'Histoire. Et ce qui est intéressant avec le Pays d'art et d'Histoire, c'est qu'il est sur 2 vallées. Une vallée en France et une vallée en Catalogne, donc du côté espagnol. Et que donc ce Pays d'art et d'Histoire transfrontalier nous permettait aussi d'être dans une itinérance tous les 3 ans. Donc nous avons travaillé 3 ans sur Arles-sur-Tech autour de l'abbaye Notre-Dame. Pour nous, c'était important aussi d'être là parce que c'est une vie où il y a une église en son sein, où il y a des mariages, des enterrements, des baptêmes, et que pour nous, c'était important aussi de vivre des formes de laïcité directement. Parce que parler aujourd'hui, je suis un fervent défenseur de la laïcité, mais aujourd'hui, elle arrive à me gaver, la laïcité. Tellement on en parle à toutes les sauces. Et pour moi, c'était important qu'on puisse vivre des expériences dans un lieu qui vit. Parce qu'on avait l'habitude d'aller dans certains endroits où, forteresse de Salses, vous allez dans l'église, c'est plus une église, ça a été une église. Ce qui m'intéressait, c'était d'être dans une vraie église. Et donc, ils ont pu s'immerger dans cette église, dans ce cloître, pour des gamins issus du quartier qui n'étaient pas forcément de cette culture-là, et de pouvoir être dans un échange aussi avec les enfants qui obligeait à répondre aux questions qui pouvaient se poser. Donc nous avons été 3 ans sur Arles, où on a travaillé sur différents vecteurs, et 3 éléments. On a travaillé sur le fer, sur la pierre et puis sur l'eau. Donc vous voyez après différentes interventions, on mêle également des pratiques modernes, un peu comme le light painting là, que vous avez vu. Voilà. Donc ensuite on a été sur, on aime bien les défis.
dans cette association. Donc on a travaillé sur le patrimoine immatériel de la fête de l'ours. Donc je crois qu'on est les seuls à faire ça en France, et en plus, donc transfrontalier. Donc ça aussi, il n'y a pas beaucoup de sites en France qui ont ces deux occurrences. Donc pour nous, le patrimoine immatériel aussi, c'était important parce que l'éducation populaire, c'est populaire, c'est-à-dire du peuple. Et que les fêtes de l'ours, plus populaires que les fêtes de l'ours, je ne sais pas si on peut dire que, enfin si, les carnavals et autres, voilà, mais ça s'inscrit dans cette lignée-là. Et vraiment, c'est des événements où tout le monde est mêlé, quel qu'il soit. On ne regarde pas si tu es noir, jaune ou blanc, on ne regarde pas si tu es riche ou pauvre, on ne regarde pas si tu es jeune ou vieux, tout le monde est là, que ce soit des hommes, des femmes, etc. Donc nous avons eu un temps sur Praz de Moyo, et depuis l'année dernière, nous sommes également sur Arles-sur-Tech, puisque les fêtes de l'ours, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Arles-sur-Tech, sur Saint-Laurent-du-Cerdan, je veux dire. C'est Arles-sur-Tech, Saint-Laurent-du-Cerdan et Praz de Moyo. Donc comme on avait déjà fait Arles, on a laissé tomber Arles et on est sur Saint-Laurent et Prats. Voilà. Donc avec deux fêtes complètement différentes entre Prats et Saint-Laurent, puisque Saint-Laurent, c'est une fête de l'ours qui évolue énormément, qui est très théâtralisée et très mise en musique. Et sur Prats, c'est beaucoup plus la fête traditionnelle, voilà, avec l'ours, donc qui représente le sauvage, qui arrive de la forteresse belgare. Voilà. Donc pour nous, voilà ce que sont les ports du temps. Alors j'ai pour habitude de dire que c'est pour moi le projet le plus structurant que l'on offre. Structurant parce qu'il y a quand même plusieurs éducateurs qui sont en présence et qui sont à même d'apporter quelque chose aux enfants et aux jeunes qui fréquentent ces séjours. Structurant parce que c'est quelque chose qui a un effet immédiat, mais qui construit aussi pour l'avenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé dans l'abbaye d'Arles, ou qu'on a été dans un des villages où il y a la fête de l'ours qui se déroule, je pense qu'on a envie d'y revenir. Et qu'on encourage ses parents à y venir aussi. Donc pour moi, c'est important à ce stade-là aussi. Structurant aussi parce qu'on rencontre aussi des copains qui viennent de Catalogne du Sud, et notamment des enfants qui sont, ils n'ont pas les centres de loisirs comme nous, développés comme nous, donc c'est plutôt des enfants qui sont repérés par les services sociaux et qui viennent de différents villages de la vallée du Ter. Et qu'ils passent le séjour en même temps que les enfants français, et en internat, puisqu'ils sont toute une semaine sur le site. Donc quand même c'est fantastique de pouvoir voir des enfants qui évoluent dans un cloître ou une église, voilà, qui fonctionne, quoi. Voilà. Ou sur la fête de l'ours. La fête de l'ours, alors ces projets n'arrivent pas comme ça uniquement l'été. Nos centres de loisirs ont l'habitude de fréquenter la fête de l'ours pendant la période où elle se déroule, sur les mercredis où il y a une fête du petit ours. Alors ils ne vont pas forcément toujours au même endroit, hein. Un coup ils vont à Prats, un coup ils vont à Saint-Laurent, etc. Mais donc il y a tout un travail en amont qui est fait. Voilà. Et puis les artistes que l'on a, donc là par exemple c'est Steven Ongena, qui travaille sur des pigments naturels, et qui fait référence aussi aux enfants fleurs. Alors là, c'est en référence au mâchurage que fait l'ours sur le public qu'il côtoie. Donc vous voyez que ça peut être très loin d'une réalité vécue, mais qui a toujours du lien avec le monument ou la fête qui est choisie. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà.